Bonjour, bienvenue à tous à la première présentation générale Un avenir vers l'infonuagique ou débuter. Donc, c'est la première partie où est-ce qu'on va discuter dans la réunion d'ouverture de tous les différents aspects économiques et des défis transformationnels par rapport à l'infonuagique. Mon nom est Anthony Blais, je suis spécialiste en solutions d'entreprise et je suis accompagné de Luc Parent de AWS, directeur de compte, équipe secteur public Est du Canada. Donc, le premier point dans l'agenda, c'était quels sont les attraits du cloud. Donc, les attraits du cloud, on se divise en 5 volets. Donc, le volet flexibilité, le volet coût, agilité, ressources humaines et sécurité. Donc, si je tombe tout de suite au niveau flexibilité du premier volet, dans le fond, on a la flexibilité des services. Donc, on pense à performance et sur demande et ajustable en fonction de mes besoins. Donc, lorsque j'ai besoin de provisionner plus de performance, lorsque j'ai besoin d'assigner plus de performance à mon infrastructure, mais je suis capable de le faire sur demande et facilement. Ensuite, c'est la diversité d'applications disponibles sur AWS. Comme mentionnait Tommy dans l'introduction, il y a au-dessus de 212 services. Puis ça inclut un paquet de types de différents services. Donc, on peut parler de bases de données, on peut parler de services d'annuaire, donc Active Directory, LDAP, etc. Parler de microservices aussi également. Et il y a le Marketplace qui est disponible au niveau d'AWS, où est-ce qu'il y a différents fournisseurs ou manufacturiers qui ont fait là, des bundles en bon français là, pour soit des logiciels de sécurité, soit pour des logiciels de cloud hybride. Bref, il y a un paquet de produits de vos fournisseurs et fabricants qui sont disponibles au niveau du Marketplace. Ensuite, il y a le volet coût. Donc, quand on pense à cloud, on pense à paiement à la consommation. On pense, entre autres, que justement, on n'a pas besoin de provisionner sur une période de 5 à 7 ans des coûts. C'est qu'on va payer lorsqu'on consomme de la performance ou on consomme des données. Et aussi, on pense à ce qu'il n'y a pas de coûts initiaux. Donc, quand on débute un projet, contrairement à lorsqu'on acquiert l'équipement pour une période définie dans le temps, bien, quand on commence le projet, je n'ai pas de coût important à investir dès le départ. Je vais en fonction de la consommation qui évolue au fil des années. Et ensuite, il y a une flexibilité au niveau de type de consommation de données. Je parlais tantôt de provisionnement. On peut provisionner en fonction de voici le portrait que j'ai aujourd'hui en termes de performance, de charge de travail dans mon infrastructure. Je fais un copier-coller de ça et je vais provisionner cet environnement-là au niveau du cloud et je vais acheter en fonction de l'évolution de mon infrastructure. Ou je peux avoir une méthode qui est plus élastique qu'on appelle, et ça, c'est des sujets qui vont revenir souvent aujourd'hui dans les différentes conférences. Mais bref, c'est qu'au lieu de payer pour provisionner, on paie en fonction de la demande du service qui est demandé ou de l'application qui est demandée. Ensuite, au niveau de l'agilité, on a différents types d'instances qui sont possibles. Tant au niveau, on peut avoir les différents processeurs, on peut avoir différentes sortes de stockage, donc ça peut être basé sur du SSD, sur des disques rotatifs traditionnels. On a différentes sortes de GPU. Quand je parlais des processeurs, on a des processeurs Intel, AMD, même AWS a ses propres processeurs avec Graviton. Donc, il y a une panoplie d'instances disponibles, donc une belle flexibilité et une belle agilité à ce niveau-là. Puis, il y a l'arrimage à d'autres solutions sur le marché ou fournisseurs infonuagiques. Donc, on n'est pas pris avec AWS. En fait, c'est qu'il y a un paquet d'architectures de référence qui sont disponibles dans le marché pour être capable de s'arrimer à ces différentes solutions-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a, exemple, une journée, on a décidé de faire affaire avec un fournisseur SaaS qu'on est pris avec ce fournisseur-là. Il y a des intégrations qui sont possibles. Ensuite, il y a tout le volet accessibilité aux ressources et services sur demande. Donc, quand j'ai besoin d'avoir de la ressource, bien, au lieu de dire, bon, bien, je vais devoir passer par un système d'achat où est-ce que je vais devoir acheter de la ressource, donc des serveurs ou un système de stockage ou peu importe, mais j'ai directement accès à mon portail aux différents services et je peux provisionner rapidement ces services-là ou consommer ces services-là à partir du moment où je suis prêt à rentrer soit en phase de développement ou en production. Et ça revient au prochain point que je mentionne, c'est tout ce qui est rapidité d'exécution. Donc, au lieu de passer sur un long processus d'acquisition et d'achat et d'analyse, bien, on peut agir plus rapidement puis déployer beaucoup plus rapidement. L'autre volet, au niveau ressources humaines, bien, ce que ça fait en bout de ligne, ce qu'on parlait un peu au niveau de l'agilité, c'est que ça permet à vos équipes de TI de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que votre équipe n'est pas dédiée à faire de l'analyse sur
les besoins futurs de vos applications qui sont demandés ou des différents services qui sont demandés, ou ne sont pas occupés non plus à faire de la maintenance de système ou d'installation physique d'équipement. En fait, ils vont se concentrer sur l'aspect livrable au niveau des services. Donc, ils vont se concentrer sur donner une meilleure prestation de service à vos usagers. Ensuite, la partie qui est intéressante, c'est l'environnement de test et développement qui peut être facilement déployable. Donc, la journée qu'on veut faire une preuve de concept sur un produit quelconque, on peut l'isoler dans une zone différente au niveau de notre portail AWS et ça nous permet, une fois que notre preuve de concept est terminée, de facilement prendre cet environnement de développement-là, et de l'amener en production. Donc, sans qu'il y ait toute une phase d'achat de nouvel équipement ou quoi que ce soit, on peut prendre ce qu'on a en développement et l'amener en production rapidement. Ensuite, pour revenir à la partie développement, ça permet à vos équipes de développement d'expérimenter. Ce qu'on parle, le fameux fail fast. Donc, si on regarde aujourd'hui, traditionnellement, quand on déploie un environnement de test pour différents services, que ça peut être VDI, bureau à distance ou peu importe, bien, de un, vous devez vous concerter sur ce que vous devez acheter, soit le serveur ou le système de stockage que vous achetez, bien, faites des prévisions en disant, est-ce que ça va servir pour juste la phase de test? Est-ce qu'on va pouvoir réutiliser cet équipement-là dans le futur? Ou, je vais prendre cet équipement-là puis je vais tout de suite le provisionner pour 5 à 7 ans parce qu'une fois que j'ai terminé ma preuve de concept, je veux réutiliser mon serveur ou mon système de stockage. Ça peut devenir un peu compliqué parce que ça met une pression aussi au niveau de votre équipe parce qu'ils n'ont pas nécessairement droit à l'erreur. Parce que quand on fait l'acquisition de ces équipements-là, une fois qu'on les a, on est un peu pris avec. Donc, si ça ne fonctionne pas comme on voulait, il y a toute une dynamique qui n'est pas nécessairement intéressante. Tandis qu'avec AWS puis les services cloud, bien, on va tout simplement provisionner ce qu'on a besoin pour faire notre phase de test. On n'a pas besoin d'avoir de coûts initiaux qui sont élevés pour faire la phase de développement. Et ça permet qu'on se rende compte que si ça ne fonctionne pas, bien, les coûts qui ont été engendrés pour faire la preuve de concept ou pour faire les tests ont été beaucoup moins que lorsqu'on a besoin d'acheter les équipements. Ensuite, bien, comme on mentionnait dans le point agilité, ça permet de faire la livraison des applications beaucoup plus rapidement et de façon plus concrète. Donc, une fois que j'ai développé cette partie d'application-là au niveau de mon environnement de développement puis que je suis prêt à mettre ça en production, je n'ai pas toute une rephase de configuration, je n'ai pas besoin de penser à quand je prends du développement, je l'amène vers la production, quels vont être les problèmes reliés à ça. Plutôt, bien, c'est très facile en quelques clics de faire la migration vers l'environnement de production. Et il y a le volet toute automatisation des mesures de surveillance. Donc, lorsque vous avez des politiques de gestion, soit de sécurité ou de gouvernance, bien, il y a un paquet d'outils qui sont disponibles au niveau du cloud, au niveau sécurité, pour vous aider à, si on veut renforcer ces mesures de sécurité-là et s'assurer que lorsqu'il y a des changements au niveau de l'infrastructure AWS ou lorsque vous ajoutez des services, bien, que vos politiques de sécurité suivent en fonction des nouveaux services qui sont ajoutés et de vos politiques. Donc, ça fait un peu une introduction au dernier volet, qui est le volet sécurité. Au niveau d'AWS, il y a plusieurs régions avec des zones de haute disponibilité à travers le Québec. Ça, c'est un point qui va revenir encore une fois à plusieurs reprises lors de l'événement. C'est un point très important de faire la différence entre des régions et des zones de haute disponibilité, mais je vais laisser mes collègues en parler plus en détail. Mais bref, il y a beaucoup de redondance du côté d'AWS. Quand je parlais tantôt de sécurité puis d'outils de surveillance, il y a tout un écosystème d'outils de sécurité pour protéger vos données. Donc, ce n'est pas nécessairement juste les services natifs d'AWS, mais il y a également d'autres partenaires qui ont des services via le marketplace ou des architectures de référence pour que vous puissiez sécuriser vos données. Ensuite, quand je parlais de renforcement des politiques de gouvernance, ça peut être des renforcements de politiques de sécurité aussi également. Donc, il y a une analyse constante qui se fait de votre environnement pour s'assurer que les bonnes pratiques sont toujours suivies et que selon les politiques de sécurité que vous avez mises en place, elles sont toujours suivies à partir du moment où vous rajoutez des nouveaux services ou vous faites des modifications dans votre environnement. Et je reviens sur le point des références d'architecture, tant sur Internet qu'au niveau des partenaires AWS, ou en l'occurrence nous, ou AWS, on a beaucoup d'accès à des références d'architecture pour les différentes applications. Donc, ça, c'est un point qui peut être intéressant de nous consulter ou consulter AWS quand vous êtes rendu à prendre un de vos services et l'amener vers le cloud. Donc, le prochain volet, c'est les aspects économiques. Encore là, aujourd'hui, on a une partie d'atelier qui va être dédiée à tout ce qui est aspect économique au niveau cloud ou en bon français, le Cloud Economics.
je vais laisser mon collègue Luc Parent en parler plus en détail cet après-midi dans notre présentation générale, mais je vais quand même faire un survol des différents aspects économiques. Donc, si on regarde au niveau du cloud, de règle générale, il y a plusieurs éléments qui reviennent souvent, puis on entend plusieurs choses alentour de ça. C'est qu'il faut aller plus loin qu'une analyse, que du simple comparatif CAPEX-OPEX. Il faut avoir une vue d'ensemble sur les opérations, en fait, les coûts d'opération de maintenance de nos systèmes en place, puis il y a le fameux TCO, qui est le coût total d'acquisition. Le mot TCO, ce n'est pas nécessairement un mot que j'aime beaucoup utiliser, ou en fait une abréviation que j'aime utiliser, parce que on peut mettre beaucoup de choses dans le TCO et c'est quelque chose qui est très difficile à calculer. Si on fait juste regarder, tantôt on parlait du processus d'acquisition d'équipement. Si on commence à calculer tout ce que vous faites dans une journée ou tout ce qui implique un projet dans une acquisition d'équipement, il y a beaucoup d'éléments où il y a beaucoup d'économies indirectes qui peuvent être faites. Je vais vous expliquer un peu, dans le fond, le processus interne que vous avez. Lorsque vous achetez un serveur où vous avez besoin d'avoir une nouvelle application ou de nouveaux services, vous devez acheter de nouvel équipement, donc ça peut être des serveurs ou un système de stockage, faites une rencontre interne, vous concertez sur les besoins, sur ce que vous pensez qui va être nécessaire pour une période, exemple, de 3 à 5 ans. Là, une fois que vous êtes concerté, bien là, vous allez sur le marché. Vous contactez les différents fournisseurs, les différents manufacturiers, vous faites un paquet de rencontres. Une fois que ces rencontres-là sont effectuées, vous dites, bon, bien là, on a aimé technologie X, Y, Z, on veut aller plus loin. Là, ce processus-là continue. Ils vont travailler avec vous pour faire une analyse de charge, de comprendre vos besoins, d'émettre des propositions. Puis là, une fois que c'est fait une fois de plus, mais là, vous passez soit en demande de prix ou bien vous faites une analyse sur les différentes propositions qui ont été faites. Il y a la demande de prix qui sort, vous recevez les différentes soumissions. Il y a un bon de commande qui est écrit ou il y a une signature qui a besoin d'être émise. Ensuite, le fournisseur vous livre les équipements et ensuite, il y a l'installation. Donc, il va y avoir une réunion de lancement pour le projet. Il va y avoir tout un volet consultatif encore qui va être là en place. Donc, c'est beaucoup de temps en réunion et beaucoup de temps de planification. Qui fait qu'avec le cloud AWS, une fois qu'on a commencé à faire nos premiers pas, bien, oui, on a toujours besoin de se concerter en équipe, on a toujours besoin de se consulter ou même de parler avec des différents partenaires ou fournisseurs pour comprendre les services ou justement d'avoir les bonnes pratiques alentour de ces services-là. Mais le volet, si on veut, consultatif, installation physique, maintenance des équipements en place, est beaucoup plus rapide. Puis lorsqu'on a pris une décision, on peut tout de suite la mettre en place. Donc, comme je mentionnais, il y a beaucoup d'économies d'échelle ou d'économies indirectes à avoir alentour de ça. C'est sûr que dans ce que je viens de nommer là, il y a peut-être pour certains que c'est des enveloppes budgétaires différentes, qu'on ne peut pas calculer ça nécessairement dans le TCO total. Par contre, un des éléments qui est important, c'est que justement, votre équipe va être dédiée à livrer les services plutôt que de faire du maintien d'équipement. Donc, vous allez améliorer tant votre prestation de service ou carrément d'aller plus vite dans la livraison des différents services ou applications que vos usagers vous demandent. Donc, remplir plus rapidement vos objectifs. Ensuite, si on regarde au niveau des rouages de la transformation, donc ça, c'était notre prochain point. Encore là, il y a beaucoup d'éléments quand on parle de transformation vers les services infonuagiques, mais j'ai divisé ça en 4 volets. Donc, le volet ressources, l'évaluation d'environnement, l'adaptation et l'arrimage. Donc, au niveau ressources, ce qui est important de faire en premier, c'est d'identifier les ressources chez vous à l'interne qui vont travailler sur le projet. Et ça, ce n'est pas obligé d'être un analyste, ce n'est pas obligé d'être un technicien qui connaît votre environnement serveur stockage. Ça peut être quelqu'un que vous prenez, que vous formez alentour d'AWS, donc via un partenaire ou via AWS. Et cette personne-là va apprendre un nouveau langage AWS. Et lui va travailler en équipe avec votre analyste, va travailler avec votre équipe qui s'occupe de gérer votre infrastructure, donc vos admins réseau, etc. Et lui va s'occuper de faire, si on veut, la traduction des besoins des analystes et de votre équipe vers les services AWS. Parce que c'est tout un nouveau langage qui doit être parlé, si on veut, ou en fait adapté. Donc, lui, il va s'occuper de faire cette partie-là. Ensuite, bien évidemment, il y a la partie partenaire certifié, où est-ce que vous voulez impliquer un partenaire qui est certifié au niveau AWS. Pourquoi? Parce que ce partenaire-là a accès, en l'occurrence nous, à diverses ressources, tant au niveau partenaire, où est-ce qu'on a une équipe locale qui est dédiée à nous pour nous aider dans notre transformation ou dans les déploiements, puis aider nos clients à faire une transformation vers le cloud, mais également du côté de l'équipe locale avec Luc, lui aussi, de son côté, il y a toute une équipe. Donc, il y a vraiment une panoplie de ressources qui sont à votre disposition, qu'un partenaire certifié a accès.
Et en plus, on a des mises à jour constantes au niveau soit des certifications ou des formations qu'on doit suivre pour être capable de suivre et d'avoir les dernières bonnes pratiques parce que c'est un monde qui évolue très rapidement. Donc ça, c'est bien important là, de faire affaire avec un partenaire qui est certifié. Et tantôt, je parlais du volet de formation, ça peut se faire en différentes façons. La formation peut se faire sur une longue période de temps où est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée puis elle va faire de la formation pendant 2, 3, 4 mois, ou ça peut se faire par bloc, tout dépendamment de la grosseur de votre équipe et des budgets qui sont alloués. Donc, ça peut être, on commence avec des services qu'on va sélectionner et on va avoir de la formation alentour de ces services-là pour être capable de les gérer, de les maintenir, etc. Donc, ce volet-là de formation peut se faire de différentes façons, et soit via des partenaires ou soit avec AWS. Puis également, mais ça va être d'établir une stratégie cloud, et ça, c'est un élément qu'on va revenir cet après-midi dans la deuxième atelier. Ça aussi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en ligne de compte, mais ça va être important d'avoir une stratégie cloud qui est solide avec votre équipe. Le deuxième volet, c'est le volet évaluation. Donc, évaluer vos charges de travail actuelles, qu'est-ce que vous avez comme application, c'est quoi le coût potentiel au niveau des coûts de service. Donc, juste faire un vol d'oiseau, si on veut, là, sur l'ensemble des applications que vous avez, juste voir qu'est-ce que ça coûterait amener ça vers le cloud. Et ensuite, de comprendre un peu la grille d'optimisation des coûts, puis la grille des coûts, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en ligne de compte ou de choses à savoir quand on regarde la grille. Et ça, justement, un partenaire qui est certifié est en mesure de vous aider à ce niveau-là. Et ensuite, dans les différents éléments d'évaluation que vous allez devoir prendre en compte, c'est est-ce qu'on fait une transformation sur plusieurs années ou est-ce qu'on fait ce qu'on appelle un lift and shift. Donc, un lift and shift, c'est quoi? Principalement, c'est un copier-coller de votre environnement. Que ça peut être soit, si vous êtes sur VMware, exemple, vous prenez vos services VMware, vous les amenez sur le service VMware Cloud sur AWS, ou sinon, si vous utilisez un autre hyperviseur, bien, ça peut être un copier-coller dans les instances AWS. Et on fait juste provisionner ce que vous aviez exactement comme machine virtuelle, on fait juste l'analyse de charge, puis après ça, on optimise plus tard au fur et à mesure. C'est la méthode la plus rapide. Mais il y a une autre méthode aussi qui est la partie, si on veut, le plus consultatif, où on va prendre le temps d'optimiser notre infrastructure et puis optimiser nos applications pour le cloud, pour les amener et avoir des économies d'échelle tout de suite. Ça, c'est la partie évaluation. Et là, je reviens sur la partie adaptation, où est-ce qu'on va évaluer ces applications-là qui peuvent être transformables ou non au niveau du cloud. Donc ça va être à prendre en ligne de compte parce qu'il y a certaines applications de type legacy qu'on appelle qui peuvent être difficilement transformables. Donc ça, c'est des éléments à prendre en ligne de compte. De réévaluer aussi également votre prestation de service à donner. Parce que là, aujourd'hui, on vit un contexte particulier. Où est-ce que, aujourd'hui, on vit avec la COVID. Est-ce que le télétravail a été mis en place? Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va être un hybride? Est-ce que les gens vont vouloir retourner au travail? Bien, ça, c'est des réponses qui sont difficiles à répondre aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça va très vite. Donc, quand on va réévaluer la prestation de service, c'est de savoir bien, comment je vais faire si jamais il y a une autre situation similaire qui se produit ou lorsqu'on me demande de m'adapter rapidement, qu'est-ce que je peux avoir comme type de service, puis quel type de service je suis capable d'offrir via les différentes plateformes avec AWS pour vous permettre de rapidement changer votre orientation ou changer rapidement, dans le fond, vos services pour être en mesure de livrer le service aux usagers. Après ça, bien, ce qui est important de regarder, comme je mentionnais, c'est les applications qui peuvent être optimisées au niveau infonuagique. Bien, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir des économies d'échelle. Donc, profiter de la fameuse élasticité, qu'on va revenir un petit peu plus tard, mais qui, en résumé, on est payé en fonction de notre utilisation puis en fonction de la performance qui est demandée. Donc, ça, c'est bref, tout ce qui résume un peu l'élasticité, mais on va en reparler un peu plus tard. Puis, une fois qu'on identifie ces applications-là, bien, c'est de regarder est-ce que, dans le fond, on va s'établir un peu un horaire, si on veut, pour faire cette transformation-là ou de faire une preuve de concept pour l'amener au niveau infonuagique. Puis, c'est de faire vos premiers pas. Fait que c'est pas nécessairement besoin de faire un lift and shift, puis de prendre un lift and shift, puis de prendre l'éléphant, puis si on veut le manger tout d'un coup, mais d'y aller morceau par morceau, pièce par pièce, pour être capable de faire une transition qui se passe bien. Et ensuite, il y a la fameuse arrimage. Puis, bon, pour ce qui est de l'arrimage, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Il y a la partie preuve de concept. Ça veut dire qu'on teste avec vous, on va chercher des crédits au niveau d'AWS, on vous accompagne pour le test de différents services ou d'applications sur AWS. Puis ensuite,
Également, tout ce qui est configuration réseau de votre environnement actuel. Donc, est-ce que je fais du SD-WAN? Est-ce que je me connecte simplement en VPN? Et également, il y a la partie risque. Ça, je vais laisser mon collègue Luc Parent en discuter pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire au niveau du risque. Donc, le risque, l'automne dernier, a annoncé un partenariat avec AWS. Ce partenariat-là, dans le fond, ça va être tout simplement que le risque va devenir un partenaire de livraison de notre service Direct Connect. Qu'est-ce que c'est Direct Connect? C'est la capacité de s'interconnecter avec les centres de données d'AWS à travers le risque. Donc, vous allez être capable de profiter justement de l'interconnexion avec une faible latence, puis ça va être un gros avantage pour l'utilisation de certains de nos services là, qui parfois vont demander de la réplication synchrone, par exemple. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec les gens du risque pour plus de détails. Ça va leur faire plaisir de vous informer sur les modalités justement de ce nouveau service-là qui est nommé Risk Cloud. Merci. Merci Luc. Donc sur ce, je vous souhaite un bon avant-midi et merci beaucoup. Bonne journée.